Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la conférence de presse des États généraux du livre en langue française dans le monde. Je suis ravi de vous retrouver à la Maison de la Poésie à Paris pour ce format hybride, donc dans la salle ici et puis en visio partout à travers le monde. Je suis entouré par Erol Hock, directeur général et président par intérim de l'Institut français, Sylvie Marcet, commissaire général des États généraux du livre en langue française dans le monde, Pierre Dutilleul, directeur général du syndicat national de l'édition SNE, et en visioconférence qui interviendront tout à l'heure, Leïla Slimani, écrivaine prix Goncourt en 2016 pour son roman Chanson douce, représentante personnelle du président de la République française pour la francophonie, Karim Bensmaïl, président de la Fédération des éditeurs tunisiens, directeur des éditions CERES en Tunisie, membre de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. Et puis à Dubaï, Michel Choueiri, vice-président de l'AILF, l'Association internationale des libraires francophones, directeur de la librairie francophone de Dubaï, Culture & Co, aux Émirats arabes unis. Rappelons que ces états généraux du livre en langue française dans le monde seront l'occasion de rassembler l'ensemble des acteurs du livre du monde francophone autour des problématiques comme l'accès au livre et à la lecture pour tous les publics, le renforcement de la création, la diffusion, la circulation des livres, des œuvres et des auteurs de langue française dans l'espace francophone. Les États généraux présenteront aussi des propositions concrètes, des initiatives et des programmes qui s'inscriront dans la durée et proposeront des indicateurs pour assurer un suivi dans le temps des actions engagées. Ils auront lieu en Tunisie pendant 2 jours, les 23 et les 24 et le 24 septembre à Tunis. Merci à la Maison de la Poésie à Paris de nous accueillir. Merci aussi aux partenaires médias de l'événement, TV5 Monde, la chaîne de la francophonie que je représente ici, Livre Hebdo, France Média Monde et France Culture, ainsi qu'aux autres médias qui nous rejoindront, des autres États et gouvernements co-organisateurs de ces États généraux. Je vous propose maintenant d'écouter la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo. L'Organisation internationale de la francophonie apporte un soutien important aux États généraux du livre en langue française qui se tiendront à Tunis en septembre 2021. Notre implication prend tout son sens au moment où j'ai engagé l'organisation dans un processus de transformation qui implique un rapprochement avec nos populations et le resserrement de son action autour de ces domaines d'excellence. La langue française, bien évidemment, est au cœur de nos priorités. Et le livre, dans ses formats traditionnels ou numériques, représente un des vecteurs essentiels de la transmission des savoirs, comme de la connexion des imaginaires, dans cette langue qui lie et relie les populations des 88 États et gouvernements membres de la francophonie aux cultures très diverses. Le livre est aussi au centre de tout un circuit économique dont les retombées ne sont pas les mêmes pour tous. C'est justement parce que l'échange d'informations et les relations partenariales entre les acteurs de la chaîne éditoriale font partie des solutions que nous avons décidé de piloter directement l'une des initiatives des États généraux, le réseau numérique des acteurs du livre en langue française, une plateforme où j'invite tous les professionnels à s'enregistrer. Vous l'aurez compris, nos objectifs visent tout particulièrement l'accès du plus grand nombre à la diversité des œuvres en langue française et la possibilité pour tous les professionnels du secteur de vivre dignement de leur travail. Les États généraux partagent cette double ambition de mettre en lumière la vitalité de l'espace éditorial francophone et de poser les jalons de sa croissance plus inclusive. Je vous invite donc à y participer nombreux les 23 et 24 septembre prochains. Erol Hock, vous êtes le directeur général et président par intérim de l'Institut français. Cet événement de septembre prochain à Tunis est l'aboutissement de 3 années intenses de préparation avec cette crise sanitaire qui a pris tout le monde de court. Quel est le rôle de l'Institut français dans ces États généraux ? Alors, la ministre de la Culture l'a dit très clairement, ces États généraux sont la concrétisation d'un souhait qui est issu du président de la République au départ, dans le cadre du plan Une ambition pour la langue française et le plurilinguisme, que pilote le ministère de la Culture. Nous sommes opérateurs à l'Institut français à la fois du ministère de la Culture et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et finalement, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner à la fois la promotion et la diffusion
de la langue française, mais aussi du livre et des auteurs internationaux partout dans le monde. Donc pour nous, les États généraux s'inscrivent très naturellement dans ce qui est vraiment le cœur de nos missions naturelles. Et c'est une des raisons pour lesquelles il nous est revenu de mettre en œuvre cet événement, de mobiliser aussi le savoir-faire et l'expertise de nos équipes sur ces sujets, livres comme francophonie, de la conception à la réalisation. Donc voilà, on a vraiment, je crois, aussi un rôle dans la mise en œuvre des recommandations, des préconisations qui vont être issues de ces États généraux avec tous nos partenaires français et francophones. Donc voilà, du point de vue de l'Institut français, il y a eu toute cette phase de préparation effectivement assez longue, comme vous l'avez dit, avec les vicissitudes que l'on a connues vu la période. Mais il y aura aussi, je tiens à le dire, très important, pour pérenniser les mesures qui seront prises, tout un travail d'accompagnement et de mise en œuvre après même les États généraux. Donc c'est un travail vraiment de longue haleine, mais pour nous assez naturel de notre point de vue. Comment avez-vous réussi à fédérer le réseau culturel français à l'étranger autour de cet événement ? Alors effectivement, c'est vrai que cet événement n'aurait pas du tout été possible sans la mobilisation et sans le concours du réseau culturel français à l'étranger, qui a vraiment d'énormes qualités et qui sait se mobiliser, je dirais naturellement, pour un événement de cette ampleur-là et de cette importance pour la France et la francophonie. Mais c'est vrai qu'on a été aussi dans notre rôle d'animer, de coordonner un petit peu les actions, et les postes diplomatiques nous accompagnent, c'est vrai, depuis le début dans cette aventure, il y a maintenant plus de 2 ans. Alors concrètement, leur rôle sur place a été triple, je dirais. D'une part, ils relaient l'initiative déjà auprès des acteurs du livre locaux, en langue française, donc dans leurs pays respectifs, et ils ont vraiment contribué activement à les mobiliser, ces partenaires locaux. Ils ont été aussi un relais essentiel dans l'appui, dans l'organisation d'ateliers professionnels qui ont été préparatoires à ces événements, qui ont eu beaucoup d'importance, je pense que Sylvie en parlera aussi, tenus en général en marge des salons du livre internationaux sur 3 continents. Et puis ils ont aussi, c'est important aussi, mobilisé les autorités politiques dans leurs pays respectifs en vue de l'organisation et de la préparation de cet événement-là. Donc je voudrais aussi saluer tout spécifiquement la grande implication et le travail de l'Institut français de Tunisie. Nous nous sommes rendus en Tunisie récemment avec Sylvie et nos équipes pour travailler avec eux et rencontrer là aussi les autorités tunisiennes. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que vraiment les équipes sont pleinement mobilisées pour organiser cet événement qui aura lieu à la Cité de la Culture à Tunis. Et puis, c'est un peu un travail d'équipe. Là, je citais évidemment les opérateurs publics et puis notre réseau diplomatique, mais je crois qu'il faut aussi penser à nos partenaires comme les mécènes, à la Fondation Orange, et puis bien sûr, on a des partenaires médias importants, France Média Monde, TV5 Monde, Livre Hebdo, France Culture, qui vont aussi donner toute l'importance à cet événement-là. Donc, et puis bien sûr, la Maison de la Poésie qui nous accueille aujourd'hui. Merci Héroloc, directeur général et président par intérim de l'Institut français. Sylvie Marcier, vous êtes la commissaire générale des États généraux du livre en langue française dans le monde. Vous les préparez depuis près de 3 ans maintenant. Nous sommes à un peu moins de 3 mois des États généraux à Tunis. Pourquoi ces États généraux ? Alors, ces États généraux, ils répondent en fait à un constat qui est assez fort, qui est la situation actuelle du marché du livre en langue française dans le monde et du secteur éditorial. Et puis, des problématiques autour du prix du livre. Et on s'aperçoit que le prix du livre le livre devient un objet vraiment de luxe dans un grand nombre de pays. Alors, nous avons pour cela réalisé quelques études dans le cadre de la préparation de ces États généraux. Alors déjà pour ce qui concerne le déséquilibre du marché, puisque notre objectif c'est d'aller vers un marché plus équilibré, ça veut dire qu'on part d'une situation assez déséquilibrée. Et en effet, on a pu chiffrer au travers de 2 études qui ont été réalisées qu'aujourd'hui le marché du livre en langue française dans le monde, déjà il pèse pour un peu moins de 5% du marché mondial de l'édition. Donc voilà, ça nous met à notre juste place. Mais à l'intérieur de ce marché, de ce secteur éditorial du livre en langue française dans le monde, la France, à elle toute seule, pèse 85% des revenus générés par ce marché. Si on ajoute ensuite les pays du Nord et l'Amérique du Nord, alors ensemble, nous portons 95% de ce marché du livre en langue française dans le monde. Et donc, par différence, 5% de ce marché est porté par l'ensemble des autres pays du grand espace francophone. Évidemment, et le plus grand pays qui arrive à être visible, c'est la Côte d'Ivoire qui pèse, entre guillemets, un peu moins de 1%. Alors on voit effectivement que cette situation, elle n'est pas du tout le reflet de la répartition de la population francophone, puisque en particulier, si on prend l'ensemble des autres pays, il pèse plus des 2 tiers
finalement, de la population francophone. Donc on voit bien ce très fort déséquilibre. Le deuxième sujet, j'en parlais, c'était la question du prix des livres. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui est connu, qui revient très régulièrement. Les livres sont trop chers dans beaucoup de pays. Et on a pu s'en rendre compte et on a pu surtout chiffrer cet état. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est grâce notamment à une grande étude qui a été réalisée dans le cadre de la préparation des États généraux par le Bureau international de l'édition française, le BIEF, qui a fait un grand panorama de l'ensemble des grandes régions de la francophonie. On a pu mesurer le prix moyen, en fait, auquel étaient vendus les livres dans les différentes grandes régions. Et donc, c'est là qu'on voit qu'en France, le prix moyen est à peu près de 12 €. Et puis, dans un certain nombre de pays, il peut être de 4 ou 5 équivalents euros. Alors, on se dit, c'est quand même beaucoup moins cher. Sauf que ce qui est intéressant, c'est de rapprocher ça au niveau de vie. Et on a donc fait ce rapprochement par rapport au pouvoir d'achat, en parité de pouvoir d'achat, ce que pèse l'achat d'un livre par rapport au pouvoir d'achat représenté par le produit intérieur brut rapporté mensuellement et en parité de pouvoir d'achat. Alors là, on commence à avoir des différences très sensibles. En France, un livre pèse, entre guillemets, 0,34% de ce pouvoir d'achat mensuel, on va dire moyen. Eh bien, quand on passe en Afrique subsaharienne, pour un livre produit localement, je dis bien pour un livre produit localement, on passe déjà à un ratio de 4,1%. Soit déjà plus de 12 fois, relativement, 12 fois plus cher que chez nous. Et puis quand on prend un livre importé, alors là, le ratio, il monte à 9,1% en parité de pouvoir d'achat mensuel. Et donc là, on est à un ratio de près de 30 fois le prix d'un livre. Alors, puisqu'on est ici, on vous parle depuis la France, on va rester avec des euros et avec des prix comparatifs français. À la même échelle, donc le livre serait en France entre 150 € pour un livre produit localement ou 325 € pour un livre importé. Alors on voit bien que si un des objectifs c'est de développer l'accès aux livres en langue française dans le monde, cette question du prix est évidemment extrêmement centrale. Donc ça fait partie des constats qu'on a pu chiffrer, qui seront évidemment présentés aux États généraux, de façon à faire réagir. Comment trouver des solutions pour répondre en particulier à ces problématiques-là. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Un des grands enjeux de ces États généraux, ça a été dit d'ailleurs à la fois par Erol Hock et par la ministre de la Culture, c'est l'aspect multilatéral que nous avons souhaité, avec les équipes de l'Institut français, donner à cet événement, qui est fondamental, car ces 3 ans nous ont vraiment permis de voir que c'est tout un écosystème qu'il faut aborder, avec des problématiques qui sont très diverses, avec une grande variété des situations dans les différents pays. Et donc, le comité de pilotage de ces États généraux, qui s'est réuni d'ailleurs la semaine dernière pour le 3e comité et le dernier avant les États généraux, réunit 22 pays de la francophonie et près d'une quarantaine de structures professionnelles représentant les différents acteurs du livre en langue française dans le monde. Donc ça, c'est déjà le témoignage de l'importance de cette dimension multilatérale. Et pour aller encore plus loin, on a évoqué déjà, la ministre l'a évoqué, les États et gouvernements qui accompagnent la France dans l'organisation de ces États généraux comme co-organisateurs. Donc 6 États et gouvernements accompagnent la France, donc la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Québec, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Tunisie, bien sûr, et la Suisse. Et puis l'Organisation internationale de la francophonie, comme l'a dit sa secrétaire générale, est également très investie dans la préparation de ces États généraux. Pourquoi ces États généraux vont se dérouler en Tunisie et à Tunis ? Alors, ces États généraux se tiennent à Tunis parce qu'ils s'inscrivent, comme cela a été dit d'ailleurs précédemment, dans un processus et une perspective dans la durée. Et comme vous le savez tous, le sommet de la francophonie, qui a été reporté lui aussi d'1 an, va se tenir à Djerba, en Tunisie. Et donc, cette mise en succession de grands événements autour de la langue française et de la francophonie nous a incité à tenir ces États généraux également en Tunisie, notamment pour mobiliser l'ensemble des acteurs. Et notre intention, et aujourd'hui on a l'engagement des différents États et gouvernements co-organisateurs, notre souhait c'est qu'une résolution puisse être portée, issue
des États généraux de Tunis lors de la déclaration de Djerba par les chefs d'État, de façon à faire monter les enjeux du livre et de la lecture au niveau de la francophonie. Donc voilà, nous avons pensé que cet enchaînement était évidemment prometteur. Leila Slimani nous parlera également du premier congrès mondial des écrivains de langue française, qui va également se tenir à Tunis. Donc incontestablement, Tunis 2021 sera le grand rendez-vous à cette rentrée du livre, de la langue française, des auteurs et des œuvres. La Tunisie, incontournable. Merci Sylvie Marcet, commissaire générale des États généraux du livre en langue française dans le monde. Nous allons maintenant écouter d'autres interventions qui ont été enregistrées de personnalités mobilisées dans les États généraux. Tout d'abord celle d'Habib Amar, le ministre tunisien des Affaires culturelles. Diane Sona Konaté, la ministre guinéenne de la Culture et du Patrimoine historique. Enfin, Arlette Badou Nguessan Kouamé, la ministre ivoirienne de la Culture et de l'Industrie, des Arts et du Spectacle. Les États généraux du livre en langue française qui se tiendront à Tunis les 23 et 24 septembre 2021, en perspective du sommet de la francophonie, est un projet ambitieux. Multilatéral par nature, car non seulement il concerne tous les pays qui ont le français en partage, y compris la Tunisie, mais aussi c'est un projet qui implique les acteurs du livre en langue française dans le monde. Ayant pour objectif principal de développer l'accès du public francophone au livre et à la lecture et de lever les freins identifiés sur le marché éditorial francophone au niveau de la production, la diffusion et la circulation des œuvres en langue française, ce projet cadre parfaitement avec les priorités de notre pays et les orientations stratégiques du ministère des Affaires culturelles dans le domaine du livre, de l'édition et de la lecture. Conscient de l'importance de ce projet et de sa portée culturelle et économique à travers notamment une meilleure visibilité des acteurs du livre et la projection des enjeux économiques liés au développement du marché éditorial en tant que vecteur incontournable du secteur des industries culturelles et créatives, la Tunisie s'est engagée à contribuer à ces États généraux, qui suit un diagnostic inclusif et selon une démarche participative impliquant tous les acteurs du livre, devront déboucher sur des propositions concrètes permettant d'impulser l'industrie du livre dans l'espace francophone. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je voudrais saisir cette occasion pour réaffirmer l'intérêt du gouvernement guinéen à prendre part depuis 2 ans aux travaux des États généraux du livre en langue française dans le monde. En effet, cette initiative du président de la République française est une franche opportunité aussi bien pour la promotion de la langue française que nous avons tous en commun que pour le développement du secteur du livre dans nos États francophones respectifs. C'est à ce titre que la République de Guinée est honorée de sa participation aux travaux des États généraux de Tunis 2021 en tant que pays co-organisateur, ce qui dénote de notre volonté éloquente de faire de l'événement de Tunis 2021 une véritable réussite. Pour terminer, je voudrais saluer et remercier Mme Sylvie Marcet, la commissaire générale des États généraux, pour son engagement ainsi que celui de toute son équipe pour l'excellent travail qu'elle réalise dans le cadre de la mise en œuvre de cet important programme. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, je voudrais très respectueusement remercier son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République de France, pour avoir pris l'initiative de ces États généraux du livre en langue française. Ces assises témoignent, si besoin est, de notre solidarité et de nos engagements communs. Elles sont une chance pour le livre francophone. Elles vont lui permettre de se tracer un nouveau destin, de se donner une nouvelle vitalité pour le bénéfice de notre communauté. Ce rendez-vous est une nouvelle occasion pour la Côte d'Ivoire qui assure le leadership du pavillon des lettres d'Afrique au Salon du Livre de Paris, d'assumer pleinement ses responsabilités au sein de la francophonie. C'est donc à juste titre qu'elle y participe en qualité de co-organisateur. Je souhaite d'excellents travaux à tous. Je vous remercie. Sylvie Marcet, on le voit en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Tunisie, la mobilisation a été enthousiaste au plus haut niveau de ces États. Quels seront les temps forts de ces 2 journées à Tunis, les 23 et 24 septembre ?
Alors, les temps forts, d'abord, c'est de réunir ensemble dans un même lieu des représentants politiques, on a vu leur engagement, des représentants des associations professionnelles, de toute la chaîne du livre, donc en même temps, et d'essayer de créer aussi des contacts, des liens entre les acteurs. Donc, la programmation de ces 2 journées s'appuie sur les travaux préparatoires qui ont été réalisés. On a entendu Madame la secrétaire générale de la francophonie évoquer le réseau numérique des acteurs. Donc, c'est une plateforme qui a été développée de référencement de l'ensemble des acteurs du livre. J'ai évoqué des études économiques qui ont été réalisées. Donc d'abord un panorama de l'édition en langue française dans le monde, réalisé par le Bureau international de l'édition française, mais aussi cette étude prospective. Et on proposera aux États généraux de se projeter en 2030 et en 2050 et d'identifier les leviers de développement du marché. Donc c'est une étude qui a été soutenue par le CNL, le Centre national du livre français. Et puis évidemment, on passera beaucoup de moments d'ateliers pour continuer à travailler sur les propositions qui ont fait l'objet d'un cahier de propositions, 50 propositions pour dynamiser le livre en langue française dans le monde, et qui seront l'objet d'ateliers de travail pour réunir les acteurs entre eux et essayer d'enclencher une dynamique concrète pour mettre en œuvre ces propositions qui ont été travaillées pendant 3 ans. Donc, ces 2 journées vont alterner des grands débats de fond sur la place du livre en général, le livre n'est pas un objet comme un autre, sur la langue française dans son environnement plurilingue, des témoignages d'écrivains, d'auteurs, d'intellectuels, et puis partager le constat du livre en langue française dans le monde de façon assez forte, voilà, pour qu'on parte d'un même matériau. Enfin, un certain nombre de thématiques sont apparues au cours de ces 3 années comme extrêmement importantes à traiter dans le cadre de ces états généraux pour dynamiser le marché du livre en langue française. Je veux citer par exemple la question autour du livre scolaire, quelle est sa place dans le secteur éditorial et les problématiques qui sont posées. Les questions de partenariats éditoriaux, de cession de droits, de diffusion améliorée du livre en langue française. La question de la traduction, langue française, langue arabe en particulier, les enjeux de cette traduction. Les questions de transformation de l'industrie du livre, auxquelles nous faisons face déjà maintenant, et comment elles peuvent servir aujourd'hui pour une meilleure distribution du livre en langue française dans le monde, et notamment les questions d'impression numérique et d'impression à court tirage, et de passer d'une industrie du stock à une industrie du flux. Donc ça va être aussi des grands enjeux de ces états généraux. Et puis, toutes les questions autour des problématiques de formation professionnelle, de structuration dans les pays qui ont besoin, certains pays ont besoin aujourd'hui d'une vraie structuration de la filière du livre. Ça, c'était le programme à peu près de la première journée. La deuxième journée, elle va être très axée sur un travail en atelier autour des différents leviers du cahier de propositions. Donc, on a identifié 8 grands leviers qui touchent à la fois les questions de politique publique, les questions de relations et d'échanges entre les acteurs, et puis une attention très particulière à justement ce qu'offrent les opportunités du numérique à tous les niveaux de la chaîne du livre et qui feront l'objet donc d'ateliers spécifiques. On partagera beaucoup pendant ces 2 jours des initiatives qui sont prises pour fédérer les acteurs, des initiatives et des innovations dans le secteur du livre, de façon à créer une dynamique aussi vers l'avenir et à partager. Ce qui ressort beaucoup de ce travail de préparation, c'est le besoin de fédérer les acteurs, le besoin de rassembler les initiatives, de les coordonner pour vraiment agir avec des effets de levier significatifs. Et puis, la deuxième journée, l'après-midi, ça sera très orienté autour des jeunes. Comment stimuler le goût de lire chez les plus jeunes. Et là, on a aussi une répartition avec différentes tables rondes un peu thématiques autour de la bande dessinée, le roman graphique, comme une nouvelle dynamique d'accès aux livres. Les questions de transmission intellectuelle au travers du secteur éditorial des sciences et des sciences humaines. Les questions de littérature de jeunesse, comment faire en sorte qu'elle se développe dans un certain nombre de pays, notamment en Afrique subsaharienne, où aujourd'hui c'est un petit peu le parent pauvre de l'édition. Et puis toutes les questions autour des politiques publiques, bibliothèques,
et toujours partager les innovations, les possibilités du numérique. Et enfin, je dirais que le point d'orgue de ces États généraux sera une grande table ronde de clôture auxquelles seront invités à participer les ministres que vous avez entendus et peut-être d'autres, les responsables d'organisations professionnelles ou d'organisations qui peuvent avoir un véritable effet de levier. Et l'objectif, c'est une remise officielle de ce rapport, qui en soi est intéressant, mais surtout de les interroger sur leur engagement de suite après les États généraux. Comme cela a été dit par différents intervenants précédemment, ce qui compte, et en particulier Rolog, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ce travail des États généraux pour enclencher derrière des actions et une dynamique. Et puis nous nous réunirons tous ensemble avec les écrivains du Congrès mondial des écrivains pour une grande soirée de clôture de ces États généraux qui se passera à la résidence de l'ambassade de France le vendredi soir. Et donc, il sera un moment de convivialité et d'échange. Merci Sylvie Marcet. Nous allons écouter deux autres personnalités qui sont également engagées depuis le début dans la préparation de l'événement de Tunis. Il s'agit de Pierre-Yves Géolet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et puis Nadine Giraud, la ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Bonjour à toutes et à tous, chers amis de la francophonie et tout particulièrement chers amis du livre francophone. À l'occasion de ce point presse numérique qui nous réunit, je veux tout d'abord rappeler que ce secteur, celui du livre francophone, dans tous ses aspects, rédaction, création, édition, impression, diffusion en librairie, accès de tous à la lecture, notamment via les bibliothèques, est vital au regard des compétences qui sont celles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est pourquoi nous avons tenu notamment à nous investir comme co-organisateurs des États généraux du livre en langue française. La Fédération entend particulièrement soutenir ces jeunes talents, les projets émergents et les pratiques novatrices comme celles liées au numérique, tant sur le plan de la création que sur celui de la diffusion. À ce titre, les opportunités qu'offre actuellement le numérique doivent donner une visibilité accrue aux acteurs artistiques et culturels francophones sur la scène internationale. Et le secteur des livres et des lettres peut à cet égard constituer un véritable fer de lance pour l'action que tous ensemble, politiques et acteurs culturels, nous devons mener en commun. En tant que membre du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, je peux vous assurer que je serai très attentif aux recommandations portant sur ce sujet issues des États généraux qui seront déposés lors du sommet de Djerba. Je plaiderai à cette occasion pour qu'une nouvelle dynamique du livre en langue française dans le monde puisse se mettre en place afin de relancer et renforcer ce secteur essentiel pour notre économie, pour l'éducation des enfants et pour le rayonnement de notre langue et des différentes cultures d'inspiration francophone à travers les différents continents. Je ne serai pas plus long et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous en septembre pour échanger et débattre ensemble autour de la richesse et de la diversité de la création intellectuelle et littéraire en langue française dans le monde, et vous me permettrez de le souligner, en Wallonie et à Bruxelles. Mesdames et messieurs, bonjour. Le livre, c'est notre vitrine. Il revêt une importance fondamentale pour le Québec, car il lui a permis d'évoluer et de prospérer en français, notre langue commune. Il participe à l'enrichissement de notre culture et à son rayonnement dans toute la francophonie. Il porte la signature unique de nos auteurs, créateurs, chercheurs, penseurs et éditeurs. L'industrie québécoise du livre est en santé, notamment parce que notre gouvernement a contribué au maintien et à l'accroissement de son dynamisme. Néanmoins, cette industrie fait tout de même face à des défis majeurs, liés entre autres aux contraintes de pénétration des marchés. Je me réjouis que le Québec participe aux États généraux du livre en français en septembre prochain, aux côtés de la France, de la Tunisie et des autres États et gouvernements membres de la francophonie qui ont à relever des défis comparables. Cette grande rencontre constituera une occasion unique, non seulement de resserrer les liens au sein de la francophonie et de favoriser un rapprochement entre les acteurs du livre et de l'édition, mais également de définir ensemble des pistes de solutions pour développer le marché éditorial en langue française. Nous sommes d'ailleurs enthousiastes à l'idée de vous présenter les initiatives développées au Québec qui, je l'espère,
pourront inspirer les autres États et gouvernements participants et être influencés par leur expérience. Nous serons aussi à l'écoute des initiatives issues de notre espace francophone. Ce partage d'expérience et d'expertise nous enrichit et permet d'élargir nos horizons. De plus en plus d'auteurs québécois sont lus dans le monde en français ou en langue étrangère. Je souhaite que les États généraux entraînent dans leur sillage une plus grande circulation des œuvres et des auteurs de langue française. En attendant la tenue de ces États généraux, je remercie la France pour son initiative et je félicite les organisateurs pour le travail accompli jusqu'à maintenant. Le Québec sera heureux de participer à cette rencontre qui s'annonce fructueuse pour la vitalité du livre francophone. Merci. Les impatients de Djaïli Amadou Amal, Lama Ardent de Yamen Manaï, Nos longues années en tant que fille de Yam Yared, L'Anomalie d'Hervé Letellier, L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Tous ces livres font partie donc des quelques milliers de sorties en 2020. Que représente réellement le marché du livre francophone dans le monde? Premier constat, il est déséquilibré et asymétrique, on l'a vu tout à l'heure. L'Europe et l'Amérique du Nord représentent 95% des revenus globaux de vente de livres francophones, qui sont estimés à 5 milliards d'euros. La France, à elle seule, en concentre 85%. Parmi les 5% restants, le plus gros du marché du continent africain est celui de la Côte d'Ivoire, 1% de ses revenus. Deuxième constat, Sylvie Marcy en a parlé tout à l'heure, le livre est inaccessible dans de nombreux pays du Sud en raison de son prix, qu'il s'agisse des livres importés, surtout de France et du Canada, mais aussi des livres produits sur place. Alors, nous allons avoir maintenant un avant-goût de ces débats et échanges, de ces états généraux qui se dérouleront à Tunis fin septembre. Pierre Dutilleul, vous êtes directeur général du syndicat national de l'édition. Nous avons également avec nous en ligne de Tunis Karim Bensmaïl. Vous êtes le président de la Fédération des éditeurs tunisiens, directeur des éditions CERES, membre de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. À Dubaï, nous retrouverons aussi tout à l'heure Michel Choueiri. Vous êtes le vice-président de l'AILF, l'Association internationale des libraires francophones, directeur de la librairie francophone de Dubaï Culture & Co. Et puis nous sommes aussi en visio avec l'écrivaine Leila Slimani. Vous avez obtenu le prix Goncourt en 2016 pour votre roman Chanson douce. Vous êtes représentante personnelle du président français pour la francophonie. Votre dernier roman, Le pays des autres, qui vient de sortir en poche, s'inspire des trajectoires intimes de votre famille entre le Maroc et la France. Leila Slimani, en tant qu'écrivaine traduite dans le monde entier, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces états généraux fin septembre à Tunis ? Bonjour à tous. Mes attentes en tant qu'écrivaine ne sont pas très différentes de mes attentes en tant que représentante personnelle de la francophonie. Elles sont même tout à fait les mêmes. Lorsque j'ai rencontré le président de la République et qu'il m'a proposé ce poste, je me souviens que la première note que j'ai écrite à son attention était une note qui portait sur la question du livre en langue française et la question de ce vaste espace éditorial insuffisamment structuré, d'une diversité, d'une vitalité extraordinaire, mais en même temps dans lequel le livre était trop cher, était circulé de manière très inégale. Et puis j'ai utilisé mon expérience d'écrivaine à ce moment-là. J'avais reçu le prix Goncourt 6 mois auparavant et je faisais le constat que par exemple dans mon pays natal, le Maroc, il avait été difficile de vendre ce livre qui coûtait 210 dirhams, c'est-à-dire que pour un lecteur marocain moyen, un livre totalement inaccessible. Et j'ai encore le souvenir des gens qui venaient à des séances de dédicaces, des jeunes qui avaient acheté le livre à 4 ou 5 par exemple et qui se partageaient le livre entre eux. Donc c'est vraiment avec ces expériences concrètes d'écrivaine que j'ai essayé de nourrir ma mission auprès du président et de lui montrer aussi ce déséquilibre entre, comme je le disais tout à l'heure, cette immense vitalité, cette chance que nous avons d'avoir des écrivains de langue française dans le monde entier, sur tous les continents, qui écrivent à la fois des poésies, des romans, et des romans dans des genres extrêmement, extrêmement divers, avec des influences, que ce soit du créole, du wolof, de l'arabe, donc des choses qui peuvent vraiment nous enrichir. Et puis, en même temps, le fait que, par exemple, lorsqu'on est un écrivain qui n'est pas français, on est immédiatement estampillé
écrivain francophone, et qu'il y a autour de ce mot écrivain francophone quelque chose d'un petit peu qui peut être perçu comme un peu désagréable, ou en tout cas comme une sorte de hiérarchie entre un centre qui est incarné par Paris et les grandes maisons d'édition parisiennes, et une périphérie qui serait incarnée par tous les autres éditeurs francophones. Et donc, il me semblait que travailler sur cette question du livre en langue française, c'était pas seulement permettre une meilleure circulation des livres, un meilleur accès aux livres et à la connaissance, mais c'était aussi tout simplement permettre une redéfinition de la francophonie. C'est montrer à un jeune Ivoirien qu'il peut lire des livres haïtiens, des livres marocains, des livres venant du monde entier, s'inspirer d'autres cultures, tout en parlant le français, et que cette langue française lui apporte quelque chose, lui apporte une ouverture sur le monde, lui apporte voilà cette immense diversité artistique. Donc il me semble voilà qu'à la fois en tant qu'écrivaine et en tant que représentante du président pour la francophonie, j'avais envie de casser cette espèce de hiérarchie et ce rapport centre-périphérie qui peut exister dans ce monde éditorial. Et puis enfin, me revenaient à l'oreille aussi tous les commentaires de mes amis libraires, éditeurs dans le monde francophone qui se battent à Rabat, à Tunis, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire pour continuer leur métier dans des situations financières très difficiles, dans une très grande précarité. Et c'est même pour nous, justement, lecteurs francophones, lecteurs français, c'est une immense perte de ne pas pouvoir avoir accès à ces livres et à ces talents. Merci Leïla, on vous retrouvera tout à l'heure pour parler rapidement d'un autre événement qui se déroulera à Tunis juste après ces États généraux. Pierre Dutilleul, vous êtes directeur général du syndicat national de l'édition. La France représente 85% du marché du livre en langue française dans le monde. Le syndicat national de l'édition représente plus de 80% du marché français. Qu'est-ce que vous attendez de ces 2 jours fin septembre à Tunis ? Écoutez, d'abord, l'aventure avait commencé de manière un peu curieuse, c'est-à-dire qu'on avait évidemment suivi les propos du président de la République le 21 mars 2018 à l'Académie française, avec la nomination de Leïla Slimani, d'ailleurs, qui nous a fait bien plaisir. Et j'avoue qu'on a eu un petit sourire à ce moment-là en se disant des États généraux, encore des États généraux. Et puis, la première mesure qui a été prise, ça a été de nommer Sylvie Marcet comme commissaire générale de cette manifestation. Il se trouve qu'elle est éditrice, qu'on se connaît bien, et immédiatement le lien s'est fait et nous avons décidé au niveau du SNE de rentrer dans le jeu très très vite. Mais comme j'aime bien les choses, pas toujours les lignes droites, je me suis dit on va commencer par la fin finalement. Et qu'est-ce qu'on attend de ces États généraux ? On en veut quelque chose de sérieux, de concret, qui ait des suites, et des suites qui restent et qui s'appliquent sur l'ensemble du monde francophone. Alors, j'ai fait plancher tous les groupes et les commissions du SNE. Alors, les groupes, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les secteurs de l'édition, la jeunesse, la bande dessinée, la littérature, le scolaire, etc. Et puis les commissions, c'est le travail transversal, le juridique, le numérique, la fabrication, le développement durable, etc. Et donc, on a fait travailler tout le monde, la commission internationale, la commission du circuit du livre, parce que c'était quelque chose d'important, la jeunesse, le numérique, le juridique, bien sûr, et l'économique et fiscal, parce qu'à un moment donné, si on veut être très concret, il faut qu'on parle d'économie, il faut qu'on parle d'argent, il faut qu'on parle de fiscalité, de revenus, de cession de droits, auxquelles on n'était pas très habitué, faire des cessions de droits entre gens qui parlent la même langue et publiant des livres dans la même langue. C'est quelque chose qui n'était pas naturel, il faut que ça le devienne. On parlait d'export, et donc finalement, ça touchait l'ensemble des secteurs de notre industrie, appelons-la comme ça, et nous avons été immédiatement intéressés par ça. On a participé de manière très étroite à ce fameux cahier des participations, et donc voilà, les 50... mesures qui sont mentionnées dans ce cahier. On y adhère, on y a travaillé de près avec Sylvie, les équipes et l'ensemble des partenaires. Et donc, on défendra tout ça et on va essayer de faire en sorte à Tunis de travailler à l'après-Tunis. Le Tunis sera très intéressant, bien évidemment, mais tout ce travail que l'on a fait en amont est déjà très intéressant. Il prendra son statut d'intéressant à partir du moment où la première mesure d'application
verra le jour et sera publié. Aujourd'hui, quels sont les problèmes principaux rencontrés par les éditeurs français dans le marché francophone ? Le premier peut-être problème, c'est une connaissance assez faible finalement, et les études qui ont été menées, auxquelles Sylvie faisait référence, notamment les 7 fiches qui ont été préparées par le Bureau international de l'édition française, qui est notre partenaire naturel, hein, on est dans les mêmes locaux en plus, on travaille de manière très très proche, et donc porte sur 37 pays, c'est quelque chose qui est considérable, et on a appris à connaître l'ensemble de ces marchés que l'on connaissait mal. Ensuite, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait une vraie diversité éditoriale et donc un échange. Il y a les livres français qui représentent 85%, ça a été dit, de l'ensemble du marché francophone, mais que représente finalement l'édition francophone en France. Et on a vu que depuis quelque temps, des prix littéraires sont attribués à des ouvrages qui viennent d'ailleurs que le territoire français. Alors bien sûr, ça vient du continent africain, ça vient d'Haïti, ça vient de Belgique, du Québec, etc. L'ensemble de cette francophonie. Et on s'est dit, vraiment, ce marché nouveau, entre guillemets, que l'on étudie, il est vraiment le nôtre. C'est vraiment un marché sur lequel on doit pouvoir échanger, discuter avec tous considérés comme des partenaires et non pas comme des autres. Donc, Sylvie l'a très bien dit, ce sera à Tunis l'occasion d'échanges importants, étroits avec l'ensemble des acteurs. J'ai hâte d'y être. Merci Pierre Dutilleul, directeur général du syndicat national de l'édition. Karim Betsmaïl, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le président de la Fédération des éditeurs tunisiens, vous êtes directeur des éditions CRS, vous avez été nommé par le ministère tunisien de la Culture pour représenter la Tunisie dans la préparation des États généraux qui attendent plusieurs centaines de participants. Karim Betsmaïl, comment se porte le marché tunisien de l'édition en 2021 ? Écoutez, le marché tunisien de l'édition, comme tous les autres secteurs économiques, souffre un peu et même beaucoup de la pandémie, comme vous vous en doutez. Donc, essayons d'avoir une vision un peu plus large dans le temps. Il y a un marché francophone pour le livre en Tunisie. Il y a un marché qui a montré sa solidité. C'est un petit marché, mais qui est en développement pour l'instant, mais c'est un marché fragile. C'est un marché fragile parce que, tout d'abord, laissez-moi revenir sur la langue française. Je pense que la langue française, vue de chez vous et vue de chez nous, ce sont des enjeux différents. Pour nous, la langue française est une ouverture sur l'autre, une ouverture sur la modernité, et c'est un acquis, c'est notre langue aussi, c'est notre deuxième langue. On est toujours un peu en porte-à-faux en Tunisie. Leila Slimani en a parlé tout à l'heure. Quand on dit qu'on est éditeur francophone, même au sud, ça vous classe un peu et vous êtes obligé un peu d'évoluer dans des marges étroites. Vu de la France, le fait que la francophonie tunisienne se développe est important parce que quand on parle la même langue, on est plus proche. Parce que quand on parle la même langue, on partage aussi des principes, ce qui est très important. Le marché chez nous est à la fois fragile et intéressant. Fragile parce qu'il est menacé par le fait que les jeunes aujourd'hui parlent de plus en plus l'anglais. Mais il est potentiel parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire qui peuvent développer ce marché-là, notamment dans le numérique. En tant qu'éditeur, Karim Betsmaïl, en tant qu'éditeur, qu'attendez-vous de ces États généraux fin septembre ? Écoutez, j'attends surtout qu'il y ait des mesures concrètes. J'attends surtout que les choses changent. Vous savez, ça fait 30 ans que je participe à des colloques et à des réunions internationales sur l'édition, notamment avec nos collègues et nos amis français. Et on se limite assez souvent à énumérer les problèmes. Le premier problème, le plus connu, le plus classique, celui auquel on n'a pas encore trouvé de solution, c'est la distribution du livre. Tant la distribution de la France vers nos pays du Sud, que vous avez évoqué, avec les problèmes de prix notamment, mais également dans l'autre sens.
aujourd'hui, vos lecteurs ne peuvent pas lire nos livres, n'ont pas accès à nos livres. Il faut évoquer aussi la distribution sud-sud, la distribution hors France dans la francophonie. Là, c'est un problème majeur qui à chaque fois est constaté, mais aucune réponse n'est amenée. Donc, ce que j'attends, ce sont des réponses et des initiatives réelles, importantes, majeures, qui font qu'on va dépasser enfin ça, et ça sera bien la première fois depuis 30 ans. Merci Karim El-Smaïl. Nous allons retrouver aux Émirats Arabes Unis Michel Choueiri, le vice-président de l'Association internationale des libraires francophones. Michel Choueiri, vous étiez il y a quelques années à Beyrouth où vous occupiez de la librairie El Bourj. Aujourd'hui, vous dirigez la librairie Culture & Co à Dubaï. La demande de livres en français à Dubaï, est-ce qu'elle est forte ? Bonjour tout d'abord. Écoutez, la demande de livres francophones à Dubaï est assez importante dans le sens où on a à peu près environ 6 lycées francophones dans tous les Émirats, entre Dubaï, Sharjah et Abu Dhabi. Et puis on a des communautés francophones qui viennent de tous les pays francophones, comme le Maghreb, le Liban, la France, la Belgique, la Suisse, l'Afrique et tout ça. Donc c'est assez diversifié, c'est différent que ce que je faisais à Beyrouth où j'avais que des Libanais et un peu de Français. Là, j'ai vraiment toute la francophonie qui se trouve ici. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que depuis à peu près un an, le gouvernement émirien a décidé que la langue française allait être la troisième langue du pays après l'arabe et l'anglais. Ce qui, en fait, maintenant devient que dans les écoles des Émirats, le français commence à avoir une place comme français de langue seconde, évidemment, mais il commence à se positionner un tout petit peu. Quels sont les auteurs que vous vendez le plus actuellement ? Alors, en ce moment, en fait, bon, il y a, en quelque sorte, on a les auteurs qui sont un peu trop connus un peu partout, donc comme Lévy, Musso et Bussy, et Michel Bussy, mais on a aussi, bon, faut dire Arsène Lupin qui reprend à cause du film de Netflix. Un qui a bien marché ces derniers temps, c'est Le Faucon de Gilbert Sinoué, qui relate un peu, qui fait un roman biographique sur la vie de Cheikh Zayed, qui est un des fondateurs, le principal fondateur des Émirats Arabes Unis. C'est pas pour lui faire plaisir, mais c'est une réalité. Les livres de Leïla Slimani, c'est pas parce qu'elle est avec nous, quoi, se vendent très bien, que ce soit autant les nouveaux que les anciens. Et puis, on a une très grande communauté libanaise. On a quand même pas mal de livres de Min Malouf, Lamia Ziadé qui a fait son dernier livre sur le livre graphique sur mon port de Beyrouth après l'explosion du 4 août. Donc, Le Noir marche bien aussi, Michel Onfray aussi. Donc, et surtout, en fait, principalement, il faut dire que le grand chiffre d'affaires qu'on fait ici, c'est principalement sur la jeunesse. Très bien. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes donc le vice-président de l'Association internationale des libraires francophones. À quoi sert cette association ? En fait, l'association qui a été créée suite au sommet de la francophonie en 2001 à Beyrouth, donc ça a été créé en 2002 à Paris, sert à aider déjà à rassembler les libraires francophones de par le monde, qui étaient chacun dans son coin isolé, donc à essayer de les rendre moins isolés, de les aider à mieux travailler et faire leur travail, de les aider à prendre contact avec les principaux fournisseurs, de les aider à trouver des aides des pays francophones qui ont les moyens de les aider, comme la France, comme la Belgique, comme la Suisse ou comme le Canada, de les aider à faire des formations professionnelles, donc à les professionnaliser surtout, mais surtout à essayer de montrer qu'un libraire, c'est pas uniquement un vendeur du livre, mais c'est vraiment quelqu'un qui participe à la vie culturelle de son pays. Et comme disait avant Leïla Slimani ou bien tantôt Karim, on travaille en étroite collaboration justement avec l'Alliance indépendante internationale des éditeurs indépendants pour la promotion et la diffusion du livre francophone dans les pays. Donc, Karim vient d'en parler, le côté sud-sud et le côté sud-nord fonctionnent très mal au niveau de la diffusion et de la distribution. Moi, en tant que libraire, si je veux commander un livre, ou plutôt allons-y pour un libraire tunisien qui veut commander un livre marocain, il doit passer par la France. Il ne peut pas passer facilement par le Maroc, ce qui est complètement ridicule. Alors, et donc, ça multiplie le prix.
Donc, alors qu'il aurait pu le commander directement du Maroc et l'avoir pratiquement au même prix et le pouvoir d'achat du Maroc. Donc, du coup, on a ce genre de problème aussi en tant que libraire parce que les gens trouvent que les prix augmentent. On a aussi le problème des taxes parce que certains pays continuent à taxer le livre à la douane, surtout en Afrique où le pouvoir d'achat justement est au plus bas. Donc l'association essaye de participer à trouver des solutions de ce genre, comme on a créé par exemple la caravane du livre en Afrique avec des bonifications sur le prix du livre pour le rendre accessible aux gens. Donc du coup, on essaie de baisser le prix de 30 à 40, voire parfois 50% de son prix réel. On participe aussi à aider à travailler avec les éditeurs pour les coéditions, parce que comme disait Leïla Slimani, et je suis tout à fait d'accord avec elle, je me suis souvent battu pour ça en tant que libraire, où on disait aux éditeurs, ben, écoutez, le prix du livre de l'auteur du pays ne peut pas être acheté à ce prix-là. Il faut absolument trouver un autre moyen. Bon, j'avais eu une expérience dans le temps quand j'étais à Beyrouth, au moment où Sharif Majdarani, que vous connaissez, avait sorti son premier roman. J'avais insisté auprès de Sharif de parler avec Seuil pour que son livre soit à moins à 50% moins cher qu'en France pour que ses étudiants à l'université Saint-Joseph puissent l'acheter et puissent le lire. Donc, je pense que c'est des efforts que les libraires aussi font avec l'ensemble de la profession et de la chaîne du livre. Donc, voilà, entre autres, si vous voulez, ce qu'on essaye de faire. Vous savez que maintenant, comme disait aussi, bon, je le prends toujours, Sylvie, concernant le marché du livre et le prix du livre, aujourd'hui, avec la pandémie, les prix ont augmenté d'une façon extraordinaire à cause justement du fait que les transports dans certains pays du monde ont augmenté voire de 50%. Donc les libraires ne peuvent pas travailler à perte et sont obligés d'augmenter les prix pour pouvoir limiter les dégâts, malgré en fait les aides exceptionnelles du Centre national du livre qui a beaucoup aidé les libraires à l'étranger, en plus que les libraires français. Mais cette aide a aidé à limiter les dégâts, disons, à limiter les pertes ou aussi à limiter la fermeture de certaines librairies qui se voyaient en train d'être contraintes à fermer, mais ça ne règle pas le problème en tant que tel. Merci Michel Choueiri. Nous allons retrouver quelques minutes Leïla Slimani pour nous parler d'un autre événement qui va se dérouler toujours à Tunis dans la foulée des États généraux du livre en langue française dans le monde les 25 et 26 septembre. Ce sera le Congrès mondial des écrivains de langue française que vous coordonnez Leïla Slimani avec le festival Étonnant Voyageurs. Pouvez-vous nous dire qui sera présent et quel est l'objectif ? Oui, alors je ne peux pas vous donner encore les noms parce que nous n'avons pas encore les confirmations de chaque auteur, mais en tout cas seront présents entre 30 et 40 écrivains de langue française, des écrivains reconnus, certains de renommée internationale, d'autres de plus jeunes écrivains, dramaturges, poètes, romanciers. Nous aurons également des traducteurs et le but est de faire réfléchir ces acteurs-là qui sont d'une certaine façon les premiers artisans de la langue, les plus concernés par cette langue avec laquelle ils vivent et ils bataillent tous les jours, de les faire réfléchir autour de la notion même de francophonie et de ce que c'est que d'écrire en français. Aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce que c'est que d'être un écrivain de langue française? Quelle place on occupe dans le monde? Quelle vision du monde on développe dans cette langue? Est-ce que cette langue, on a le sentiment, lorsqu'on vient par exemple d'un ancien pays colonisé, de la subir? Ou est-ce qu'au contraire, c'est purement une langue choisie, comme ça peut être le cas pour des auteurs russes ou chinois qui vont faire le choix de la langue française? Qu'est-ce que cette langue charrie avec elle, parfois en termes historiques, en termes de préjugés, en termes de rapport au monde, de rapport à l'autre. C'est un congrès que nous voulons vraiment très libre, très ouvert, où nous allons essayer le plus possible de pousser nos auteurs, et je crois qu'on n'aura pas besoin de pousser beaucoup, mais avoir une très grande liberté dans l'expression de leurs idées. On va essayer aussi d'avoir dans l'intitulé des débats qui sont vraiment qui les poussent dans leur retranchement autour justement par exemple de ce terme peut-être suranné, peut-être trop usé, qui est le terme de francophonie. Nous inviterons aussi des grands témoins, donc des auteurs qui ne sont pas forcément de langue française, mais qui parlent le français, mais qui pourront témoigner de leur rapport à cette langue française, mais également nous donner un aperçu de comment se passe l'édition et la création littéraire dans
domaine linguistique, dans leur espace linguistique. Et là, nous chercherons nous inviterons un grand témoin arabophone. Il y aura aussi des petits moments qui seront des moments, je dirais, plus dans l'émotion, plus dans la sensibilité, où nous voulons que les écrivains puissent parler à un public jeune et donc leur raconter ce que c'est que leur expérience, non seulement d'écrivain, mais de lecteur francophone, puisque tout écrivain est d'abord un lecteur. Donc, qu'est-ce que c'était lorsqu'ils étaient enfants à Haïti, à Dakar, à Tunis, à Bruxelles? Qu'est-ce que c'était que de lire en français, quels livres ils lisaient, comment ils y avaient accès, quelle est leur relation aux autres auteurs francophones dans le monde. Et nous ferons également nous mettrons l'accent également sur la traduction, et en particulier sur la traduction entre l'arabe et le français, et sur l'importance des traducteurs dans la diffusion des livres. Voilà, donc nous aurons très bientôt la confirmation de nos invités. Ce sera un congrès qui sera évidemment sans doute mixte du fait des conditions et des restrictions sanitaires. Donc nous aurons un certain nombre d'auteurs qui seront présents sur place et d'autres qui nous accompagneront de manière virtuelle. Mais je crois que ça peut être vraiment un très très grand moment pour la littérature en langue française et pour ouvrir une nouvelle ère. Merci Leïla Slimani. Nous attendons dans quelques minutes vos questions dans la salle et puis également à distance. N'hésitez pas à préparer vos questions. Juste avant, je donne la parole à Sylvie Marcet qui va nous donner l'adresse du site pour participer à ces états généraux, car l'événement de Tunis est avant tout collaboratif, comme il a pu l'être au cours de ces 3 dernières années de préparation avec tous les acteurs et actrices de ce secteur, qu'il s'agit des écrivaines, des poètes, des illustrateurs, des libraires, des maquettistes et des institutionnels. Oui, merci. Effectivement, donc on vous invite tous, et les médias ont un rôle très important à jouer aussi dans la diffusion des livres en langue française dans le monde, on le sait bien. On vous invite tous à vous rendre sur la plateforme des États généraux, donc, qui va s'inscrire, www.relivresenlanguefrançaise.org, donc en un seul, tout attaché. Et donc on invite tous les acteurs et à relayer cette information, que tous les acteurs du livre, et en effet avec toute la diversité qu'évoquait Xavier Marquet, se préinscrivent et en tout cas s'intéressent. Alors les États généraux se tiendront à Tunis, évidemment, on attend 300 à 400 personnes, mais ils se tiendront aussi de façon à distance, de façon alors virtuelle, moi j'aime pas trop ce mot parce que c'est bien réel, mais en tout cas ils se tiendront à distance, ils seront ouverts donc pour y participer, et nous aurons également des intervenants qui interviendront depuis d'autres lieux, mais on s'attache beaucoup à la rencontre physique aussi, si en tout cas la situation sanitaire nous le permet, pour que ces échanges, comme il a été dit précédemment, soient riches de rencontres et de découvertes. Merci. Alors, vous allez recevoir par mail ce dossier. Vous l'avez peut-être aussi entre vos mains ici dans la salle. Voilà, sinon n'hésitez pas à le demander aux équipes. Nous allons donc passer aux questions-réponses ici dans la salle, mais aussi en visio pour ceux qui sont un peu partout à travers le monde. Avant chaque question, n'oubliez pas de vous présenter et d'indiquer le nom de votre média. Des questions dans la salle pour commencer? La première, c'est la plus simple. Hein. Allez-y, n'hésitez pas. Clémence, oui, est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées de la part des internautes qui nous suivent à distance? Pardon, on a plusieurs questions dans le chat, en effet. Une première question de la part de Marie Verdier, journaliste à La Croix. Les milieux hispanophones et lusophones ont-ils des modes de fonctionnement dont pourrait s'inspirer le monde francophone? Sylvie Marcet? Alors nous sommes attachés à regarder effectivement le monde hispanophone pour voir déjà quelle était sa structuration. Et en effet, s'il reste un marché assez concentré, il est quand même beaucoup plus ouvert. Et en effet, c'est une bonne question, c'est-à-dire que nous allons présenter justement les différentes caractéristiques de ces marchés français et langue française et langue espagnole, pour montrer qu'il y a des chemins possibles pour faire évoluer la situation du livre en langue française, en tout cas dans le monde, en s'inspirant effectivement de ce qui s'est fait ailleurs. D'ailleurs, nous avons des grands acteurs français qui ont aussi beaucoup de connaissances sur ces marchés, notamment hispanophones, et on s'alimentera aussi de leur expérience. Clémence, une autre question en visio? Oui, on a plusieurs questions de la part d'Econet, un média sénégalais. Donc je vous les lis toutes les trois, les unes à la suite des autres.
L'un des freins à l'accès au livre est le prix. Quelle solution à ce problème, en Afrique en tout cas? Au même titre, quelle place occupe l'Afrique sur le marché de l'édition francophone? Et enfin, le Sénégal est un acteur majeur de la francophonie. Quel est le niveau d'implication des pouvoirs publics dans l'organisation de cet événement? Sylvie Marcet, donc sur le prix. Alors, sur la question du prix, on a vu, ça fait partie des constats qui motivent beaucoup de propositions. Parmi les propositions, je ne vais pas toutes les dévoiler là, mais je vous invite à participer aux États généraux et puis à prendre en main le cahier de propositions dès lors qu'il sera diffusé. Aujourd'hui, il y a plusieurs pistes en fait, qui sont proposées. On a évoqué la question des partenariats éditoriaux qui permettent effectivement de s'assurer que la production se fait dans le pays, donc avec des coûts qui sont plus en rapport avec les pouvoirs d'achat. Il y a aussi aujourd'hui des grandes possibilités de diffusion numérique, c'est-à-dire que là, on s'affranchit des coûts de production et donc il y a tout l'enjeu de la diffusion sur support numérique. Il y a aussi un grand enjeu aujourd'hui d'évolution, je l'ai un petit peu dit rapidement, sur les questions d'impression et parmi les propositions, le fait de pouvoir créer des pôles d'impression avec des tirages adaptés, beaucoup plus proches des lecteurs. Ça, c'est vraiment une dynamique qui pourrait se mettre en place et qui permettrait effectivement de ne pas avoir ce coût de transport qui à la fois est un coût financier, est un coût environnemental, est un coût de délai, alors qu'aujourd'hui les lecteurs sont au courant, comme vous l'avez dit, des parutions des livres instantanément, mais parfois il faut attendre 3 mois pour que le livre passe en bateau, puis ensuite soit distribué avec des circuits de distribution qui ne sont pas toujours très efficients. Donc voilà, donc il y a vraiment plusieurs pistes qui seront proposées. Et en tout cas, ma conviction, après ces 3 années de travaux, c'est qu'il ne faut surtout pas s'enfermer dans une seule réponse, mais que chaque question doit trouver plusieurs formes de réponses. Par contre, ça passe toujours par mieux se connaître, avoir confiance, partager les mêmes conceptions des métiers, ce qui n'est aujourd'hui pas toujours le cas. Donc vraiment de travailler ensemble à ces questions. La deuxième question donc, portait sur l'Afrique, la place de l'Afrique dans le marché francophone. Donc, on a parlé tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Oui. Le Sénégal est effectivement un pays dans lequel l'édition est assez structurée. Donc le Sénégal est présent, en tout cas, dans la préparation des États généraux. Le Sénégal n'a pas répondu à la sollicitation d'être un des États co-organisateurs. Pour autant, le Sénégal, je pense, a une vraie voix aussi à montrer dans son évolution. Je pense qu'avec la Côte d'Ivoire, la Guinée est très engagée, on l'a vu. C'est des pays vraiment qui peuvent servir aussi un petit peu de fer de lance pour que l'évolution de la situation devienne concrète. L'Afrique de l'Ouest en force. Donc, dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame. Alors, après ces 3 années, et là, je parle encore une fois en relais de ce que j'ai entendu, la lecture sur support numérique est une des réponses. Mais on voit bien que dans les pays, et là, Pierre Dutilleul pourra nous parler en tout cas de l'évolution de la lecture sur support numérique en France ou même aux États-Unis, on voit bien que ça atteint une forme de plafond aussi. Et donc, en tout cas, ma conviction profonde, c'est que tout ne se résoudra pas par la lecture sur support numérique. Il faut savoir aussi que dans beaucoup de pays d'Afrique, les réseaux ne sont pas très fiables, que l'accès aux réseaux, dès qu'on sort des grandes villes, est extrêmement problématique. Donc voilà, donc en fait, je pense que ça fait partie des pistes qu'il faut vraiment pousser. Voilà, parce que le numérique porte aussi des modèles économiques différents. On voit bien des bibliothèques numériques aujourd'hui qui sont proposées avec des modalités d'accès de type un abonnement ou de type du paiement, du micro-paiement avec des durées courtes. Donc effectivement, ça permet en tout cas beaucoup d'innovations à la fois en termes de modèles économiques, en termes de modalités de lecture. On était la semaine dernière en Tunisie et il y avait un jeune blogueur très, très influent et qui nous racontait son expérience en disant que lui ne lit que sur support numérique et qui se met de la musique dans les oreilles parce que ça l'emmène dans un univers qui associe les musiques qu'il aime bien et le livre qu'il est en train de lire. Donc je crois que toutes ces formes sont à développer. Pour autant,
Notre conviction aussi, c'est que le papier continue à avoir des... Comment dire un livre papier, c'est un univers dans lequel vous vous enfermez complètement. Alors, peut-être que ça va changer, hein, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quand même ça, que la praticité du livre papier est importante. Par contre, ce qu'il faut changer, c'est le transport, la distribution de ces livres-là. Et aujourd'hui, moi, j'insiste sur cette question de la production et de l'impression, parce qu'aujourd'hui, les grands éditeurs, par exemple français, sont capables d'imprimer des livres dans 5 endroits différents pour faire une sortie mondiale. Aujourd'hui, on peut tout à fait imprimer à la demande dans une librairie et le fichier restant stocké dans le lieu d'origine de l'éditeur. Donc aujourd'hui, ces possibilités de s'affranchir du délai de transport et du transport physique du livre existent, même avec un livre papier. Et ça, c'est une révolution du numérique à cause des machines d'impression qui, maintenant, en numérique à petit tirage, permettent d'avoir des coûts tout à fait acceptables. Et si on imagine que ces machines sont installées dans des pays où le coût de la main-d'œuvre correspond au niveau de vie, alors on voit bien que même la problématique du coût d'impression va complètement se changer si l'impression est pensée localement. Voilà, donc cession de droits, partenariats éditoriaux, impression localement adaptée, éviter les flux aller-retour des livres qui sont quand même source de coûts et source de délais. Voilà, tout ça, c'est des propositions en tout cas qui sont basées sur le numérique, pas forcément lecture support numérique, mais qui sont basées sur les opportunités du numérique. Pierre Dutilleul, vous voulez compléter? Je voulais juste ajouter un mot pour relativiser les choses. Attendez. Je répète juste la question pour les internautes qui ne nous entendent pas, en fait, enfin qui n'entendent pas les questions dans la salle. Donc là, la question portait sur des données, des chiffres, sur les consultations. Je pense qu'on en a très peu. La question de la collecte des données est un enjeu absolument majeur. Donc je pense qu'on en a très peu. En tout cas, on n'a pas collationné spécifiquement ces chiffres-là. Après, c'est possible d'aller interroger peut-être dans tel ou tel pays, puisqu'on sait qu'il y a des acteurs qui diffusent aujourd'hui du livre, mais les données ne sont pas toujours publiques et accessibles. Pierre Dutilleul, vous voulez compléter sur l'impact du numérique, des tablettes ou autres? Est-ce que c'est une solution, une des solutions, ou le livre papier est toujours bien présent en fait? C'est ça que vous constatez peut-être? Déjà, quand on regarde ce qui se passe chez nous, ici en France, en littérature générale, le numérique représente 5% du total. Ça permet de relativiser aussi les choses. Je pense que c'est un des modes de développement, effectivement, de la lecture dans tous ces pays. Et moi, j'ai été frappé lorsque je suis allé, il y a 2 ans, en Côte d'Ivoire, par justement la présence forte du numérique partout, y compris dans la vie économique, avec le paiement des salaires sur le téléphone, avec énormément on peut faire ses courses avec son téléphone, on fait, etc. Chose qu'on ne fait pas forcément ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, madame. Gardez le masque dans la salle. Non, mais on va vous entendre et je répéterai la question pour que les internautes l'entendent.
Merci madame. Est-ce que vous avez d'autres questions en visio? Clémence? Alors oui, on avait une autre question de la part de la Croix. Existe-t-il un état des lieux des bibliothèques dans les pays francophones? Je vous pose deux questions en même temps pour que vous puissiez répondre, traiter les deux questions. On avait une autre question de la part de Selma Jabès, qui est libraire à Tunis, et qui voulait savoir si une collaboration était prévue avec les libraires autour de la venue des écrivains pour le congrès. Sylvie? Alors, merci. sur l'état des lieux des bibliothèques, non, on n'a pas réalisé en tout cas un état des lieux des bibliothèques. Par contre, cette question des bibliothèques sera très abordée à l'occasion de tables rondes ou d'ateliers, parce que le réseau des bibliothèques et la mise en réseau des bibliothèques, que ce soit à une échelle locale ou à des échelles même de la francophonie, et notamment le réseau francophone des bibliothèques nationales est aujourd'hui très actif. Donc, mais on n'a pas de données spécifiques, en tout cas dans le cadre des États généraux, qu'on aurait collationné sur les bibliothèques. Sur la seconde question, je vais peut-être laisser Leïla Slimani s'exprimer. Est-ce que Leïla Slimani est toujours en ligne? Elle arrive, petite manipulation technique. Leïla Slimani, est-ce que vous avez entendu la question? Clémence, est-ce que tu peux... Je répète, oui, s'il te est-ce que plaît. des partenariats sont prévus avec les libraires de Tunis dans le cadre de la venue des auteurs pour le congrès des écrivains? Alors, des partenariats, à proprement parler, je ne sais pas exactement ce qu'entend la personne par le terme partenariat. C'est-à-dire un partenariat entre le congrès et des libraires, ou est-ce que c'est des rencontres chez des libraires? Rencontre avec des Je libraires, ne sais pas exactement. Je ne sais pas exactement ce qu'entend la personne par cette question de partenariat. Bien sûr, nous essaierons de faire le maximum pour que les libraires puissent participer à ce congrès, mais aujourd'hui, nous préparons le congrès en imaginant que on doit tout mettre en place pour qu'il puisse se passer aujourd'hui dans les conditions de restrictions sanitaires qui sont celles d'aujourd'hui, et elles sont importantes en Tunisie, donc il va être difficile de pouvoir avoir un public important, il va être difficile de solliciter beaucoup de gens de l'extérieur, donc nous sommes malheureusement un peu restreints sur ce plan, mais nous sommes évidemment absolument conscients que les libraires sont des partenaires essentiels pour les écrivains. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Clémence? Ah, dans la salle, il y a une question. Classique, par exemple. Récent. Donc la question porte sur cette distinction entre lecture, nouveauté et d'autres types d'auteurs. Alors, en tout cas, dans le cadre des États généraux, on s'adresse absolument à tous les types de livres, hein. Donc, déjà, la littérature, mais pas seulement, les livres pratiques, les essais, les livres scolaires, les livres universitaires, les livres de jeunesse, etc. Donc, évidemment, tous les livres. Alors, ce que nous avons, c'est une façon détournée de répondre à votre question. Donc, oui, on s'intéresse à tous les livres, et pas seulement les classiques. Et quand on parle de lecture, on parle de lecture aussi, quand j'évoquais le fait de stimuler le goût de la lecture chez les enfants, et que j'évoquais en même temps le français, la langue française dans un environnement multilingue, c'est précisément par une conviction que les enfants doivent commencer à manipuler et à lire dans des livres dans leur langue maternelle, avant même de penser à lire dans des livres en langue française s'ils sont dans des pays où il y a plusieurs langues nationales, ou bien une langue nationale qui est le français, mais des langues, en tout cas maternelles, qui seraient différentes. Et ce pont entre les langues et cette accoutumance au fait de trouver dans les livres des éléments qui nous aident à nous construire, des éléments qui nous font découvrir le monde, des éléments qui nous expriment des émotions et qui permettent de partager. Voilà, ça, c'est vraiment le livre dans toute son acception.
Donc à la fois linguistique et puis toutes les formes de livres qui peuvent amener à découvrir des univers qui vous font grandir, en fait. Donc quelles que soient ensuite les modalités. Donc ça, c'est extrêmement important. Dans le cadre des États généraux, on a lancé une initiative, vous le verrez dans le dossier de presse, qui est d'essayer de constituer un corpus d'œuvres littéraires qui s'adresseraient à des jeunes de 15 à 25 ans et qui viendraient justement de l'ensemble des pays de la francophonie ou de l'espace francophone très très large. Des œuvres, alors on a choisi de se limiter à des œuvres écrites en français initialement, parce qu'il fallait bien se restreindre. Et donc on a déjà réussi à réunir 12 pays. Donc 12 universitaires en fait, spécialistes des questions de littérature en langue française à qui on a demandé de se réunir plusieurs fois pour définir des critères de sélection. Et donc, il y aura un corpus présenté avec 50 œuvres par pays. Alors, ce qu'on appelle pays, c'est le pays d'origine des auteurs, puisqu'après, un certain nombre d'auteurs ont plusieurs nationalités. C'est surtout pas le pays de publication de leur œuvre, hein, c'est vraiment leur pays d'origine. 50 œuvres, autant d'hommes que de femmes, pour répondre à Madame et sa sensibilité sur les hommes et les femmes. Des œuvres récentes, 20e, 21e siècle, précisément pour se rapprocher des lecteurs, et que la notion d'écriture aussi soit perçue comme quelque chose de moderne et de récent. Alors, dans ce corpus, les universitaires ont souhaité faire à peu près un 50-50 autour des œuvres dites classiques, mais encore une fois, 20e, 21e siècle, hein, donc des œuvres dites classiques et des œuvres vraiment contemporaines. Voilà, et donc ça sera un corpus de 650 œuvres qui seront proposées, et dont on espère qu'ils deviendront un peu le laboratoire des propositions des États généraux, au sens de comment rendre disponibles ces œuvres pour un public de jeunes de 15-25 ans, avec l'intermédiaire de leurs enseignants, donc plutôt dans le cadre scolaire ou universitaire, de façon à circonscrire un petit peu la diffusion de ces œuvres et aider les éditeurs, en tout cas, à prendre des initiatives pour créer des partenariats, pour trouver de nouvelles formes de diffusion, pour les rendre accessibles en numérique dans des bibliothèques numériques, etc. Donc voilà, donc pour répondre à votre question, toutes les formes littéraires et bien sûr des classiques, mais aussi des contemporains, et rapprocher les écrivains récents des lecteurs. Pierre Dutilleul, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais ajouter un mot sur une expérience que l'on a lancée au niveau du SNE qui s'appelle les Petits Champions de la lecture, qui est un jeu de lecture à voix haute pour des enfants de classe de CM2 et dont un des principes importants, c'est la rencontre entre le lecteur et l'auteur du livre qu'il a choisi de lire. C'est-à-dire une des conditions, c'est que l'auteur soit toujours vivant et puisse se rendre disponible pour ce jeu de lecture à voix haute. Et on voit à travers cette compétition qui démarre dans les villages, dans les villes, dans les écoles, dans les bibliothèques, les médiathèques, etc., qui se termine demain par la grande finale sur la scène de la Comédie Française, par un chemin qui va de la lecture vers le livre et du livre vers la lecture. Et la rencontre entre un auteur et son éditeur, c'est porteur de beaucoup, pas de son éditeur, de son auteur, pardon, et porteur vraiment de sens pour développer justement cette lecture qu'on essaye de développer à tout prix chez ces enfants, puisque 15% des enfants qui arrivent en 6e ne savent pas lire. Merci beaucoup, Pierre Dutilleul. Donc, vous allez recevoir ce dossier de presse, que tous ceux qui suivent en visio, n'hésitez pas à le demander. Et puis, vous, dans la salle, vous l'aurez également. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cette conférence de presse hybride, conférence de presse donc, sur les états généraux du livre en langue française dans le monde, qui se dérouleront fin septembre à Tunis. Merci à tous les journalistes, tous les participants en visio et ici même dans la salle. Merci aux organisateurs, merci à la Maison de la Poésie de Paris qui nous a accueillis. Rendez-vous maintenant à Tunis les 23 et 24 septembre prochains.